Les surfaces de tabac alsaciennes ont chuté de moitié en l'espace de 25 ans. Mais depuis 2010, elles se stabilisent autour des 725 hectares. Les 77 tabaculteurs alsaciens se situent tous dans le Bas-Rhin. On compte 197 hectares dans le Korersberg, 200 hectares au sud de Strasbourg et 326 hectares au nord de Strasbourg. Alors comment elle s'explique? Il y a eu des années plus difficiles, les marchés n'étaient pas très rémunérateurs, il y a eu beaucoup de baisses des aides européennes, sachant qu'à l'époque le tabac était une production très aidée avec des aides directes au kilo livré. Aujourd'hui le tabac c'est une production qui est rémunérée à 100% par le marché. Donc on est indépendant des aides et les producteurs sont rémunérés seulement avec leur tabac et non plus avec les primes européennes. Alors il y a deux profils types des tabaculteurs alsaciens. Le premier profil, c'est les agriculteurs vraiment spécialisés dans le tabac, c'est-à-dire que le tabac fournit presque 100% du revenu de l'exploitation. C'est des exploitations qui ont surtout des grandes surfaces tabacoles qui sont en majorité mécanisées. Il y a un autre type, c'est des exploitations où le tabac est une culture de diversification. Donc c'est des ateliers plus petits en termes de surface tabac, mais ces exploitants ont en général un autre atelier ou plusieurs autres ateliers pour compléter leurs revenus. Ils ont un élevage, du maraîchage ou d'autres cultures à forte valeur ajoutée. Le tabac nécessite rigueur, précision et surveillance. Les tabaculteurs sont des agriculteurs passionnés par cette plante, particulièrement chronophage. À l'origine gourmande en main-d'œuvre, la culture s'est progressivement mécanisée. Certains planteurs ont misé sur de lourds investissements, d'autres se sont associés ou regroupés pour les réaliser à plusieurs. Alors le tabac alsacien et tout le tabac français visent le marché premium, c'est-à-dire qu'on a soit le marché de la chicha, donc le tabac qui est du Moyen-Orient, les spécialités du Moyen-Orient, et le tabac 100%, la cigarette 100% de tabac. C'est-à-dire que c'est des cigarettes où il n'y a en général que du tabac blond. Et aussi, ce sont des cigarettes où il n'y a pas d'agent de texture, pas d'agent de saveur, peu de nicotine et peu de pesticides. La liste des pesticides autorisés pour la culture du tabac destiné à ce marché est réduite par rapport au tabac conventionnel. Alors pourquoi on s'est concentré sur le marché premium? Pour deux raisons. Le tabac français, avec le tabac allemand et une partie du tabac polonais, est de qualité exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on sait faire des tabacs que les autres pays ne savent pas produire. Donc on a accès à des marchés qui sont beaucoup plus rémunérateurs. On sait faire des tabacs qui ont peu de nicotine et qui ont des qualités vraiment très recherchées, du tabac pâle, jaune pâle, sans défaut majeur. En Alsace, la variété Virginie représente aujourd'hui 700 hectares. Les 25 hectares restants concernent le beurre-lait. Mais revenons aux différentes étapes de la culture. Je suis venu là à la demande de l'agriculteur pour semer le tabac pour la saison à venir. Et ça, je fais en prestation pour une quinzaine d'agriculteurs. Mon opération consiste à transplanter le terreau et la graine dans les plateaux à semi-flottants. Pour le client, là, je sème du tabac, du beurre-lait en feuilles et en quantité, ça représente 350 plateaux. À raison de 240 graines par plateau, on arrive à 84 000 graines semées au total pour cet agriculteur. La machine, c'est une marque Müller qui a été fabriquée en Alsace. Et le principe, je remplis le plateau semi-flottant ou la plaque, si on préfère, avec le terreau. La machine met le terreau dedans et à la fin, elle pose la graine et le plateau il sort fini, semé. Les semis interviennent début mars. Les racines se développent progressivement dans l'eau, dont il faut régulièrement vérifier le niveau. Donc le but du faussillage, c'est d'homogénéiser la plantation, les plants. Il y a de petits plants, de grands plants. Donc quand on faucille une première fois, on coupe les grands plants pour permettre aux petits de pousser. Et le but, c'est également d'obtenir plus de matière sèche pour que le plant, une fois la plantation dehors dans le champ, comme on plante aussi sans eau, donc pour avoir une meilleure reprise du plant. On l'agresse pour l'endurcir, pour qu'il soit habitué aux conditions pour la reprise à la plantation dehors dans le champ.
Ce tabaculteur exécute le faucillage plusieurs fois fin avril début mai à l'aide d'une tondeuse à gazon classique montée sur une installation faite maison. Avant d'investir dans 2 grands bacs, il disposait de plusieurs petits bacs et réalisait le faucillage à l'aide d'une débroussailleuse à fil. Mais il était difficile de conserver une hauteur de coupe égale. À l'époque, on semait ça également dans des serres, mais en pleine terre. Et donc on n'avait pas ce moyen de fauciller parce que là les plateaux sont sur de l'eau, donc pas dans la terre. Donc à l'époque, on appelait ça repiquer les plants. On sortait les plus grands, on les prenait. Et puis quelques jours plus tard, on repassait de nouveau, on prenait de nouveau les meilleurs plants, on faisait en plusieurs étapes. Et là maintenant, on n'est plus dans la serre en train d'arracher les plants pour les mettre sur la planteuse. On prend les plateaux en entier et on amène tout ça. C'était un travail très pénible à l'époque pour arracher les plants parce qu'il fallait se baisser. Et puis on sélectionnait les plants qu'on voulait prendre. Et l'autre avantage qu'il y a, c'est si maintenant, pendant le temps qu'on arrachait les plants, on n'était pas dehors pour planter. Si une averse arrive, qu'on a quelques jours où on ne peut pas planter, on pouvait jeter les plants. Là maintenant, si pour des raisons météo, on ne peut pas planter, soit on garde les plateaux sur la remorque ou alors on peut les mettre dans la serre de nouveau. Et on ne va pas jeter les plants, on peut les réutiliser. Donc aujourd'hui, on plante du tabac qu'on a semé au mois de mars et qu'on met maintenant en terre de telle sorte à ce qu'ensuite les plants puissent se développer jusqu'au mois de juillet-août où on va commencer la récolte. Donc en termes de matériel, ce qui est nécessaire, c'est déjà une planteuse attelée à un tracteur. Ici, dans notre cas, on a une planteuse 6 rangs, ce qui nécessite en termes de main-d'œuvre 6 personnes sur la planteuse, plus 2 personnes qui suivent pour remplacer les plateaux vides. Et en même temps, leur travail est aussi de repiquer, c'est-à-dire de prendre des plants et de mettre, lorsqu'il y a des manquants sur une ligne, de remettre un plan à cette place-là pour que l'on ait des lignes entières. Chez ce tabaculteur, l'interrang est d'1,10 m et l'espace entre chaque plant est de 32 cm, soit une population de 28 000 pieds hectares. Cet espacement a été choisi au moment où l'exploitation a investi dans une récolteuse mécanique. On utilise sur notre exploitation 2 systèmes d'irrigation différents qui sont l'irrigation par aspersion à l'aide d'enrouleurs et l'irrigation localisée à l'aide de gaines de goutte à goutte. Ces 2 modes d'irrigation offrent des avantages et des inconvénients complémentaires. Les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. L'irrigation par enrouleur est une technique historique sur notre exploitation et sur tabac essentiellement depuis le passage à la mécanisation qui interdit la mise en place de ce qu'on appelle de la couverture intégrale, c'est-à-dire de systèmes avec des tuyaux en surface qui sont mis après la mise en place de la culture et enlevés à la fin, puisque la machine doit pouvoir passer dans tous les rangs. L'enrouleur a pour principal inconvénient la quantité de main-d'œuvre nécessaire à la mise en place et ensuite au déplacement de l'enrouleur d'un chemin d'irrigation à un autre. Ça se fait en règle générale le matin et le soir, donc 2 fois par jour. Et lorsqu'on a fait tous les champs à l'aide d'un enrouleur, on recommence en règle générale, ce qui fait qu'on ne s'arrête jamais de les déplacer. C'est un premier inconvénient. Le deuxième inconvénient est le fait que on pulvérise, on arrose avec de l'eau relativement froide, en règle générale 12 degrés, c'est de l'eau de la nappe. On arrose du tabac qui, en règle générale, a eu du soleil durant la journée, par exemple, et ce qui nous fait un choc thermique au niveau des feuilles qui peut dégrader la qualité. C'est le deuxième inconvénient. Et pour le coup, l'irrigation par goutte à goutte offre l'avantage d'avoir un apport d'eau qui soit localisé au niveau de la ligne de tabac. Cette gaine de goutte à goutte est d'ailleurs enfouie, ce qui limite l'évaporation au moment de l'application. Et par conséquent, le feuillage, lui, n'est jamais mouillé et on peut avoir un gain en termes de qualité. L'autre avantage du goutte à goutte est également le fait qu'on puisse apporter dans l'eau d'irrigation de l'engrais, des éléments nutritifs pour la plante, ce qui nous permet d'ajuster au mieux
les apports d'éléments minéraux en fonction des besoins de la plante, besoins qui peuvent varier d'une année à l'autre. Et on peut aussi se rendre compte de la nécessité de faire un apport alors qu'on est en pleine culture, en pleine production et que les équipements classiques qui sont donc les pendeurs à engrais ne sont plus compatibles avec la végétation en place. L'inconvénient du goutte à goutte est tout d'abord le temps nécessaire à la mise en place. Il faut compter environ 5% de temps supplémentaire à la plantation pour mettre les gaines en place, suivi d'un jour, dans notre cas, pour 8 hectares, d'un jour de travail pour connecter les gaines de goutte à goutte à des gaines nourricières que l'on va poser en travers de la parcelle, ce qui nous fait grosso modo 2 jours de travail spécifiques à la mise en place du goutte à goutte pour 8 hectares. L'autre inconvénient est le coût, puisque la gaine de goutte à goutte est éphémère, on l'utilise une année, elle est ensuite recyclée, et ce coût est d'environ 400 € par hectare. Pour utiliser le système de goutte à goutte, ces exploitants ont conçu un chariot de filtration. Muni de plusieurs filtres et vannes, il permet d'éliminer les impuretés, d'abaisser la pression et d'incorporer l'engrais. Placé à mi-hauteur du champ, il permet de sélectionner individuellement la partie à irriguer est ou ouest. On est sur un champ qui présente un gradient de terre, avec une partie plus caillouteuse à l'est et une partie qui l'est moins à l'ouest. Donc le fait d'avoir mis le chariot et notamment les gaines nourricières que vous voyez là au milieu nous permet en fait d'avoir un apport d'engrais lorsqu'on fait de la fertilisation qui soit le plus adapté aux besoins de la plante en fonction de la nature du sol. L'irrigation par goutte à goutte peut s'effectuer de jour comme de nuit et sa localisation dans le sol permet de l'utiliser même en cas de vent. Donc actuellement, on est en train de récolter les feuilles médianes. C'est le deuxième passage qu'on réalise. On en a fait un premier pour les feuilles basses, qu'on a réalisé dans quasiment toutes les parcelles. Et là, on a commencé cette semaine les feuilles médianes, donc le deuxième passage. Alors la récolte, elle s'étale en gros du début du mois d'août jusqu'à la fin septembre, mi-octobre, selon les années. Et donc c'est 3 à 4 passages successifs. Donc on commence par les étages du bas et on remonte progressivement. Donc il y a une cueilleuse pour les feuilles basses et médianes qui est celle-ci. Là c'est des défoliateurs, donc c'est des morceaux de plastique qui tournent les uns contre les autres pour enlever les feuilles. Et après il y a une autre cueilleuse pour les feuilles de tête, équipée de couteaux et qui prend le reste du plant. Et ça fait maintenant depuis 2011 qu'on récolte en mécanique. Et avant on récoltait en manuel, donc on était assis sur un porte-cueilleur et on ramassait les feuilles à la main. L'avantage, on va dire, ça va beaucoup plus vite, ça permet de traiter plus de surface, on a pu agrandir l'atelier et le travail est moins pénible de cette manière. En Alsace, près de 80% de la récolte est aujourd'hui mécanisée, les 20% restants pratiquent la récolte manuelle à l'aide de porte-cueilleurs, enfin 3-4 tabaculteurs s'adonnent encore à la récolte à pied. Le porte-cueilleur et la récolte à pied nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Par contre, le tri des feuilles en fonction de leur maturité est plus efficace qu'en mécanisé et l'interrang est plus restreint, d'où un rendement plus important. Donc là, on est sur le site à Orfelden. Je me suis associé avec 2 collègues de Momenheim. Donc en tout, on exploite 55-56 hectares qui sont traités ici. Donc chacun fait sa culture, mais par contre après tout ce qui est récolte, triage, c'est fait en commun, tout en séparant les lots. Chacun livre son tabac. Et bon là, comme vous avez pu voir ce matin, on est devant la chaîne de triage. Donc là, on passe en ce moment, 3 fours par journée. Bon, c'est exceptionnel parce qu'en règle générale, ces dernières années, c'était 2 fours par jour. Là, on en passe 3, donc on sort 3 tonnes 4 par journée de tabac sec. On a monté l'atelier en 2011 et donc on a fait ça justement pour faire un atelier qui soit fonctionnel et tout, et seul, on n'aurait jamais pu faire un tel investissement. Déjà au niveau quai de chargement, quai de triage, les machines de récolte, on a 2 machines pour récolter, une essimeuse, donc tout ça c'est en commun et ça nous a permis
voilà, de faire un équipement qui est relativement correct, quoi. Ce site de séchage et de tri totalise 16 fours. Il faut compter une semaine de séchage progressif et entièrement automatisé avant de passer les feuilles sur la bande de tri. À la sortie, chaque lot est clairement identifié. Si le séchage du tabac de Virginie se réalise en four, celui du Burley s'effectue à l'air, en feuilles ou en tiges complètes, dans des séchoirs cathédrales, des serres ou des cadres bâchés posés en extérieur. Tous les tabaculteurs barinois adhèrent à la coopérative Tabac Feuille de France, CT2F, une coopérative issue de la fusion d'Alsa Tabac, Poitou Tabac et Nord-et-Loire Tabac, et qui concentre à elle seule 55% de la production française de tabac. Alors la coopérative, on collecte les feuilles après séchage, donc après triage même, une fois que les producteurs ont conditionné leur tabac dans des cartons ou des caisses palettes. Il est livré soit au centre d'Orfelden, soit directement chez le client. Et ensuite, on vend le tabac en mettant une note à chacun des colis. Colis par colis, justement, on le vend en négociant la qualité du tabac sur chaque caisse palette qui est livrée par le producteur. En parallèle de la négociation avec l'acheteur, un technicien de la coopérative ponctionne un échantillon de feuilles sur chaque lot livré par planteur. Toutes les 3 semaines, ces échantillons anonymes passent entre les mains de 2 jurys de planteurs chargés de leur fixer une note en interne. Cette note servira de base pour la rémunération des tabaculteurs. Alors pourquoi on n'utilise pas la note de l'acheteur pour rémunérer le producteur? C'est simplement parce que chaque acheteur n'a pas les mêmes exigences. Si un acheteur est plus exigeant, on pourrait léser un producteur à cause de la note plus basse de cet acheteur. Cette technique de la note interne permet d'avoir la même exigence exactement de qualité pour tous les adhérents, et ça nous permet d'avoir une rémunération juste et équitable pour tous les tabaculteurs. Alors le tabac, c'est une culture à forte valeur ajoutée, donc c'est-à-dire qu'on a une rentabilité à l'hectare plus importante que les grandes cultures qu'on peut connaître, maïs, blé, betterave. Donc c'est pour ça que c'est plus attractif, c'est attractif par rapport à d'autres cultures. Par contre, effectivement, les investissements sont parfois plus importants. Sauf que la coopérative accompagne les nouveaux producteurs qui souhaitent investir. Et aussi, l'avantage d'être coopérateur chez CT2F, c'est le système des avances. C'est-à-dire que le producteur touche de l'argent avant même d'avoir livré un seul kilo de tabac. En moyenne, le prix du kilo de tabac s'établit à 3,50 €, mais il peut grimper jusqu'à 4,20 € pour les meilleurs. La coopérative n'arrivant pas à répondre à l'ensemble des demandes du marché, elle cherche encore de nouvelles surfaces à valoriser par l'augmentation de surfaces existantes ou par l'accompagnement de jeunes souhaitant s'installer.